Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 10 novembre 2024. Si vous avez des créances sur consommation d'énergie électrique, je vous souffle ce matin que la SBEE se prépare pour lancer une vaste opération appelée recouvrement commando le lundi 2 décembre 2024. C'est la date du démarrage de cette opération sur l'ensemble du territoire national. Alors concrètement, comment ça va se passer sur le terrain? Certain oui, non, nous en dira plus. Il va représenter ici le directeur commercial et de la clientèle de la SBEE. Alors qu'on le pensait affaibli et même fini politiquement, et citait mal connaître l'animal politique américain, Donald Trump signe son retour à la Maison Blanche après donc sa défaite face à Joe Biden il y a 4 ans. Les républicains reprennent le contrôle du pays avec d'immenses défis, tout comme des milliers de migrants vivant aux États-Unis. L'Europe panique et s'interroge sur les intentions du nouveau président américain. L'Afrique, elle, espère une nouvelle ère de coopération pendant que la Chine doit se préparer pour une éventuelle nouvelle guerre commerciale comme Trump l'avait déjà commencé à son premier mandat. Alors comment peut-on comprendre les enjeux et surtout les contours, les implications politiques, économiques et diplomatiques de cette élection? C'est la lecture d'un sociologue que vous allez suivre en deuxième invité. Dans les derniers instants de cette émission, nous avons rendez-vous avec notre artiste de la semaine, le slammer Awunya Kayo est un artiste qui fait le slam. Il a lancé son premier album il y a quelques jours, c'était le 1er novembre dernier, album de 15 titres à découvrir au cours de notre entretien. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand il sonne 13 h au Bénin. Si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, le directeur départemental des affaires sociales de l'Atlantique a effectué une descente sur le terrain, comme vous pouvez le voir sur ces images. L'objectif est de faire corriger les dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre du projet Gbesoké en cours dans 12 communes pilotes du Bénin. Images et reportages à suivre. Assure également les précisions sur la cérémonie de lancement officiel de la 14e édition de la foire chinoise au Bénin, initiative du Centre chinois de développement économique et commercial, occasion de valorisation des produits chinois au Bénin, mais aussi de promotion des relations économiques et commerciales entre le Bénin et la Chine. Les infos pour démarrer le grand format et comme je l'ai annoncé il y a quelques instants, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gbesoké destiné à soutenir la capacité productive et d'autonomisation des ménages pauvres extrêmes, des cartes SIM ont été mises à la disposition des bénéficiaires, mais dans son opérationnalisation, il y a eu des dysfonctionnements qui ont été constatés et c'est justement pour les corriger que le directeur départemental des affaires sociales de l'Atlantique a fait une descente sur le terrain. On va l'écouter. L'opération qui nous réunit est relative au projet Gbesoké. Ce projet Gbesoké qui vise à soutenir la capacité productive et surtout l'autonomisation des familles pauvres extrêmes. En juillet dernier, nous avons effectué une opération de distribution de 4 SIM. De 4 SIM qui permettront à ces populations de pouvoir bénéficier des transferts monétaires qu'ont prévu le gouvernement. Mais pendant cette opération a révélé un certain nombre de dysfonctionnements, un certain nombre de difficultés, un certain nombre d'erreurs. Ces erreurs-là qui sont relatives à la qualification des personnes qui bénéficient de ces 4 SIM. Les opérations se sont déroulées en 2018 et ces opérations, vous voyez, 2018 à ce jour, il y a eu beaucoup de personnes qui ont changé de statut. Et aussi, il faut alors nécessairement actualiser cette base de données. Cette base de données qui a été mise en place en 2018. Et pour faire la mise à jour de cette base de données, nous avons aujourd'hui procédé à l'opération que vous êtes en train de voir. Cette opération qui amène à la certification de ces ménages pauvres.
Et cette opération est appuyée par l'INSTAD. L'INSTAD qui nous appuie dans la certification de ces minages. Et à la fin de cette opération, nous aurons alors une base de données qui sera suffisamment exclusive. Et surtout, tous ceux qui étaient laissés en rade pourraient être retrouvés dans cette base de données et qui hier étaient peut-être pauvres, mais aujourd'hui, dont la situation a été un tout petit peu améliorée, ceux-là pourront quitter cette base de données. Donc c'est ce travail-là qu'on est en train de faire. Et quand on va finir, ce travail se fait aujourd'hui dans 12 communes pilotes. Lorsque nous allons finir cette opération dans les 12 communes pilotes, nous allons alors procéder. Cette opération va s'étendre vers les 33 autres communes que nous avons retenues dans le cadre du projet Gbessoké. Éducation à présent, le collège d'enseignement général 1 de Djougou dispose désormais d'une bibliothèque digne du nom. L'infrastructure a été mise en service par les cadres de la Donga ayant pensé à sa rénovation et son équipement, une contribution significative pour améliorer les conditions de travail des apprenants et enseignants. Reportage. C'est une bibliothèque moderne de documentation adéquate à l'éveil intellectuel des lecteurs qui trône désormais au CEG 1 Djougou. Autrefois désagrégée par le poids de l'âge, cette infrastructure a été entièrement rénovée et équipée grâce à la volonté manifeste des personnalités et autorités dont l'honorable Abdoul Malik Gomina et Djamila Idrissou Soulé, en apportant leur caution à la concrétisation de ce projet. Les initiateurs entendent offrir aux bénéficiaires un cadre idéal pour la lecture. Nous avons voulu offrir aux jeunes de Djougou un endroit où l'esprit peut vagabonder, se cultiver et s'ouvrir au monde. Chaque livre, chaque histoire est une porte vers l'avenir. Chers élèves du CEG 1, cette bibliothèque est pour vous, qu'elle soit un refuge, un lieu de rencontre, un endroit où vous trouverez des réponses à vos questions. En le faisant, nous avons voulu montrer qu'il est possible de commencer quelque chose. Donc nous souhaitons que cela s'étende aux autres collèges. Pourquoi pas l'année prochaine, le CEG 2, le CEG Patagor, d'autres CEG dans la commune. Mais c'est faisable. Il n'y a que l'école pour diminuer notre pauvreté. Et faisons tout pour aider les enseignants à mieux encadrer les enfants en leur créant des conditions dignes d'apprentissage. Quand tu obtiens, tu dois donner. Le CEG 1 de Djougou m'a donné. C'est à mon tour de donner au CEG 1. Et je trouve même que ce que je donne est très insuffisant. Que Dieu me permette de donner encore beaucoup. Composé d'une salle de lecture, dotée d'ouvrages et documents, d'un magasin et d'un bureau, ce joyau vient répondre aux besoins et préoccupations des élèves et enseignants. Vous avez compris nos besoins et vous avez agi avec générosité. Vous avez non seulement amélioré notre environnement d'apprentissage, mais vous avez également montré votre engagement envers notre avenir. Vos efforts ne passeront pas vains. Votre geste est louable et restera gravé à jamais dans les cœurs de tous les acteurs de ce système. Nous vous promettons que cette armoire de livres et son confort inédit contribuera à coup sûr à l'amélioration des pratiques des enseignants. Ce joyau aura à coup sûr un impact sur le niveau de nos apprenants qui trouveront une source intarissable où ils iront étancher leur soif en matière de savoir. Par cet acte, les initiateurs ont montré une fois encore leur engagement à œuvrer pour une éducation inclusive et de qualité dans la Donga. Je voudrais particulièrement remercier l'honorable Malik qui, depuis qu'il était maire, a évoqué ce projet. La doléance va à l'endroit des donateurs et en particulier l'honorable Malik et son équipe. Le CG1 a besoin d'une salle de réunion. Un sketch pour montrer l'importance de la lecture et une prestation artistique des élèves ont été présentés à l'assistance.
Un nouveau docteur à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi dans la spécialité droit public. Son nom, Max Évariste Kodjo, qui a défendu sa thèse devant un jury présidé par Dandi Nyamou, présidente de la Haute Cour de justice. Les travaux de l'impétrant ont porté sur l'exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels devant le juge constitutionnel au Bénin, au Sénégal et en Afrique du Sud. Son travail a été accepté par le jury. Les précisions sont avec Teddy Goudalo. Face à un jury de taille, Ogoshina Max Évariste Kodjo défend sa thèse de doctorat en droit sur l'exigibilité des droits économiques, sociaux et culturels devant le juge constitutionnel au Bénin, au Sénégal et en Afrique du Sud. Après près de 3 heures de présentation et de questions-réponses, le jury donne son verdict. La thèse telle que présentée est recevable et vous décerne donc le grade de docteur en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Toutes nos félicitations. Je suis vraiment comblé de joie. Je remercie le Seigneur, je remercie Dieu qui m'a donné l'occasion de soutenir cette thèse. Cette thèse dont les recherches ont vraiment duré. Les recherches ont duré presque 6 ans et finalement aujourd'hui ça a été l'aboutissement. Ogoshina Max Évariste Kodjo rejoint ainsi le cercle des docteurs en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Ses recherches ont tenté de remettre en cause la primauté accordée aux droits dits de première génération. Au cœur de sa problématique, c'est de dire que la vision de catégorisation en mettant en avant les droits de première génération, les libertés individuelles, c'est une présentation qui doit être mise en cause pour mettre en avant plutôt les droits économiques, sociaux et culturels. Donc ce qu'il fait à travers la présentation d'une protection juridictionnelle à travers la jurisprudence des différentes cours. On se dit non, il faut peut-être partir d'un autre critère désormais, à savoir l'utilité des droits de l'homme. Et en partant de ce critère, on doit pouvoir ramener les droits de la seconde génération plutôt à la première génération. Pas que les droits de la première génération ne seront plus considérés, non. Le droit à la liberté, le droit d'aller, de venir, et le refus de la torture, etc. Les États continueront à les protéger. Mais avant ça, d'abord, les droits de la seconde génération, le droit à la nourriture, le droit au logement, le droit à la santé. Quand je suis malade et que je ne suis pas soigné, je ne peux pas réclamer mon droit de liberté, mes libertés. En fait, c'est ça, la révolution scientifique que nous avons voulu apporter à travers cette thèse. Prêtre de l'Église catholique romaine depuis le 27 décembre 2023, le désormais docteur Max Évariste Kodjo est actuellement vicaire général du diocèse de Djougou. Il est par ailleurs curé de la cathédrale de la même ville, cumulativement avec ses fonctions d'aumônier militaire de la Donga. Démarrée depuis lundi, la 10e conférence de l'Alliance des partenaires pour la riposte aux catastrophes et aux épidémies a pris fin le vendredi 8 novembre dernier. Les travaux auxquels on prépare les participants venus des pays membres de l'Alliance se sont achevés sur une note de satisfaction. Au thème de cette 10e conférence, des recommandations ont été formulées à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement sur les défis sécuritaires et sanitaires du moment. Reportage. La ville de Cotonou aura été ces 5 derniers jours la capitale d'harmonisation des stratégies de sauvetage des vies humaines. Les travaux de la 10e conférence de l'APORA, l'Alliance des partenaires pour la riposte aux catastrophes et aux épidémies, ont pris fin sur une note de satisfaction. Une occasion qui a permis de mieux percevoir la manœuvre opérationnelle des services de santé des armées sur la question de prise en charge des circonstances imprévisibles. Les grandes décisions de Cotonou marque un réel tournant pour le financement de notre alliance. La résilience de notre alliance et, in fine, notre obligation d'assurer la longévité de notre alliance. Cette session de travail qui s'achève fut une belle expérience de partage pour la trentaine de délégations représentées à PORA 2024. Je salue avec admiration les inputs de cet événement et appelle les uns et les autres à travailler sans relâche
pour la mise en œuvre des actions de veille pour la nécessité et la santé des populations. Le Bénin, au milieu des délégations venues de 38 pays qui composent la PORA, se frotte les mains pour une organisation réussie. Les différents intervenants d'ici et d'ailleurs sont restés unanimes sur la capacité d'action et la réactivité des diverses unités face aux obstacles indescriptibles. L'exercice de simulation aura retenu l'attention dans l'Alliance APORA. La touche de marque, ça a été l'exercice de simulation, a permis d'apprécier en grandeur nature les dispositifs d'intervention au niveau opérationnel et par ricochet, la symbiose d'action entre les unités d'alerte et de riposte en situation d'exception. Les conclusions issues des travaux du congrès d'APORA 2024 constituent de grands enjeux pour les pays membres de l'Alliance. Leur mise en application interpelle à la fois l'attention et la responsabilité des pouvoirs publics en termes de mobilisation de ressources pour la pérennisation des acquis. Les réflexions des participants ont consisté à proposer aux décideurs africains des référentiels pour la gestion des crises et des pandémies sur le continent. Le gouvernement américain est salué pour son soutien aux forces de défense et de sécurité des États africains. Et parlant justement de cette 10e édition de la conférence de l'Alliance des partenaires pour la riposte aux catastrophes et aux épidémies, pour finir les travaux en beauté, une soirée culturelle a été organisée au profit des participants, moment idéal pour révéler l'art culinaire et le potentiel artistique béninois. Tout s'est déroulé jeudi dernier à la place de l'Amazone, c'est ici à Cotonou. Le reportage est signé Florence Bossa et Louis Tonoukou. Fait connaître les richesses dont regorge le Bénin aux différents membres de l'Alliance des partenaires africains pour la réponse aux catastrophes et aux épidémies. Tel est l'objectif de cette soirée culturelle. Occasion pour les hôtes de découvrir la gastronomie béninoise à travers diverses spécialités et la musique locale par des tableaux artistiques. Voyez-vous, APORA, c'est une alliance. Et dans une alliance, les acteurs de l'Alliance ont besoin de se connaître. Et aujourd'hui, ces acteurs, les membres de cette alliance, les 38 membres de cette alliance, se retrouvent au Bénin. Nous avons voulu leur permettre de connaître davantage le Bénin. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la conférence internationale APORA qui a duré 4 jours. C'est un réseau d'experts militaires et civils de la santé créé pour faire face à la furie dévastatrice des épidémies et catastrophes en Afrique. Le Bénin a non seulement appris mais aussi partagé ses expériences avec les autres membres de l'Alliance. L'organisation a été parfaite. Parfaite dans la démonstration qui a été conduite à Douko, parfaite dans la manière dont nous avons accueilli nos partenaires, parfaite également dans le savoir-faire que nous avons pu partager avec les frères d'armes des autres pays. À l'issue de cette conférence qui intervient pour marquer les noces d'étain de l'APORA, des recommandations seront faites et des accords de partenariat signés en vue de mieux faire face à ces crises naturelles. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information et c'est d'ailleurs le dernier sujet avant d'ouvrir le plateau invité. La 14e édition de la foire chinoise au Bénin a été lancée vendredi. L'objectif visé à travers cette initiative est non seulement de valoriser les produits chinois au Bénin, mais aussi de promouvoir les relations économiques et commerciales entre le Bénin et la Chine. Le Centre chinois de développement économique et commercial du Bénin invite tous les opérateurs économiques du Bénin et de la sous-région à y faire un tour. Reportage. C'est le geste qui consacre le lancement officiel de la foire des produits chinois au Bénin. De différentes expositions qui mettent en valeur le savoir-faire, les compétences techniques et les produits du peuple chinois en vue de nouer des partenariats commerciaux avec les entrepreneurs, commerçants et opérateurs économiques béninois. Depuis sa création, la foire des produits chinois au Bénin constitue toujours une plateforme importante pour les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et les pays d'Afrique de l'Ouest.
Selon un proverbe africain, si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller plus loin, marchons ensemble. Je souhaite donc sincèrement que l'on puisse profiter pleinement de cette occasion pour renforcer davantage les échanges et coopérations afin d'apporter plus de bénéfices à nos deux peuples. Devenue un événement majeur dans la sous-région, cette foire est soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et l'Agence de promotion des investissements et des exportations. Le gouvernement béninois, qui ne ménage aucun effort pour venir en soutien aux manifestations, invite les investisseurs chinois à profiter de ces opportunités indispensables à la compétitivité. Le gouvernement du Bénin s'est inscrit dans une dynamique continue d'amélioration du climat des affaires afin de favoriser plus d'investissements pour la partie chinoise. C'est dans cet élan que je peux garantir qu'il y a de la place et beaucoup d'incitations pour promouvoir le développement économique du Bénin à travers l'implantation au Bénin des industries chinoises. Cette foire des produits chinois qui a démarré ce vendredi 8 novembre prend fin le 10 novembre prochain. C'était donc le point de l'actualité tel que traité par l'ensemble de l'équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin dans la deuxième partie de cette émission. On va ouvrir la page invitée. Premier sujet, recouvrement commando. De quoi il s'agit? C'est une opération que veut mener la SBEE. Si vous voulez avoir tous les détails, restez avec nous. On se retrouve juste après Actu sur le net. Réalisation Florence Bossard. C'est fait. Les Américains ont choisi leur nouveau président. Il s'agit de Donald Trump, le candidat républicain. C'est la deuxième fois de l'histoire américaine qu'un président est réélu après avoir perdu une élection. Il devient ainsi le 47e président des États-Unis. Le candidat de 78 ans remporte les élections devant son challenger, la démocrate Kamala Harris. Les messages de félicitations de ses pairs africains, comme ailleurs, affluent déjà sur les réseaux sociaux et sur les pages de plusieurs personnalités. Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo a félicité ce mercredi 6 novembre Donald Trump pour ce qu'il qualifie de belle victoire à l'élection présidentielle des États-Unis. Le chef de l'État congolais se dit prêt à collaborer avec le nouveau président américain élu et à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays qui entretiennent déjà de bonnes relations amicales et de coopération, indique le compte X de la présidence. Le président français Emmanuel Macron, l'un des premiers à féliciter Donald Trump, fait part de sa disponibilité à travailler ensemble. Cher Donald et Melania Trump, félicitations pour le plus grand retour de l'histoire. Ce sont là les premiers mots du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui félicite le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a adressé aussi ses chaleureuses félicitations au président Trump. Au Bénin, le président Django, artiste et créateur de mode, remporte le prix du meilleur sapeur-créateur en Afrique de l'Ouest. C'est à l'occasion du Festival international de la sape en Guinée-Conakry. Réputé pour son style unique et sa créativité audacieuse, président Django s'est distingué parmi des concurrents de haut niveau grâce à une approche révolutionnaire de la sape africaine. En défiant ainsi les lois préétablies de la sape, il a non seulement conquis le jury, mais aussi les amateurs de mode africaine qui voient en lui un ambassadeur de la culture béninoise et de l'esthétique africaine contemporaine. Sur sa page Facebook, il n'a pas manqué de gratitude à l'endroit de toute l'équipe d'organisation. Ses fans ont été nombreux à laisser les messages de félicitations et d'encouragement à ce jeune créateur dont le style vient de traverser les frontières pour porter haut le drapeau du Bénin. Avec ce prix prestigieux, le président Django continue d'enrichir
la scène artistique béninoise et de faire rayonner le savoir-faire local à l'international. Son succès est le fruit d'une détermination sans faille et d'une passion pour l'art et la mode qui dépasse les frontières. Il incarne une vision audacieuse et moderne de la SAP africaine, alliant tradition et innovation, et projette ainsi le Bénin parmi les nations créatives influentes d'Afrique de l'Ouest. Son parcours est un exemple inspirant pour de nombreux jeunes créateurs africains, déterminés à faire entendre leur voix et à partager leur art avec le monde. On finit par cette actualité qui fait du grand bruit sur la toile. Âgé de 54 ans, Balthazar Egonga, le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière en Guinée équatoriale, faisait déjà l'objet d'une enquête pour des allégations de fraude, se retrouve au creux de la vague. C'est à cause d'une nouvelle polémique qui a éclaté suite à la saisie de vidéos le compromettant lors des perquisitions à son domicile et dans son bureau. Ces vidéos, enregistrées sur des CD, le montrent dans des intimités avec environ 400 femmes dont les épouses de hauts responsables du pays et autres. Les vidéos révèlent également des rencontres dans différents lieux, dont le bureau de Balthazar Egonga. La publication de ces vidéos en ligne déchire la toile depuis quelques jours et suscite de vives réactions chez les internautes. Des réactions qui sont partagées entre désolation, condamnation et questionnement. D'abord, le vice-président du pays, Théodoro Nguema Obiang Mangue, a annoncé le lundi 4 novembre sur son compte X que le gouvernement allait procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères, car cela constitue une violation flagrante du code de conduite et de la loi sur l'éthique publique. D'autres internautes ont réagi avec des interrogations sur l'intégrité et la nature des relations qu'entretiennent les membres de l'administration dans ce pays, mais aussi dans d'autres pays du monde. Les vidéos du sieur Balthazar sont un nid d'enseignement. Le mariage ne garantit ni la loyauté ni la fidélité, commente un autre internaute choqué par ce scandale sexuel, l'un des plus retentissants de ces dernières années en Afrique. Un homme grand H qui a été bien éduqué ne peut jamais s'adonner à une curiosité qui le poussera à aller regarder la nudité d'un autre sur Telegram ou ailleurs. D'autres internautes pensent que l'affaire Balthazar est orchestrée par Théodoro Nguema Obiang Mangue, vice-président de la Guinée équatoriale et le fils du président pour succéder à son père à la tête du pays. Et pour ce faire, il est prêt à tout. Balthazar Ebang Egonga est une victime. Le père de Balthazar réagit également. « Mon fils n'est pas un enfant, il est adulte et il va assumer ses responsabilités. Chacun a sa vie. » Recouvrement commando, c'est cette opération que la SBEE entend lancer à partir du lundi 2 décembre donc 2024 sur l'ensemble du territoire national dans la pratique. Comment ça va se passer sur le terrain? Pour le savoir, nous avons sur ce plateau le représentant du directeur commercial et de la clientèle de la SBEE, monsieur Sartuner Rueno. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors bienvenue sur le plateau du grand Merci. format. Recouvrement commando, qu'est-ce que c'est? Et comparativement aux autres recouvrements, c'est un recouvrement spécial qui est différent des autres. Vous savez, tous les jours, la SBE fait recouvrement dans les régions de la SBE. Mais ceci, c'est spécial, avec une certaine vigueur et surtout l'étendue au même moment. C'est au même moment qu'on va lancer le recouvrement, parce qu'il est temps de recouvrir dès qu'ils sont les sérieux. Alors, c'est la différence. Concrètement, comment ça va se passer? Vous allez passer de ménage à ménage pour faire le recouvrement. Comment ça va se passer? Oui, à partir du 2 prochain, sur toute l'étendue du territoire, la SBE a plusieurs équipes mises en place qui va passer de maison en maison pour ceux qui le doivent. Et automatiquement, ils seront
isoler. C'est-à-dire on va suspendre la prestation vis-à-vis de ces clients qui nous doivent. Même si c'est une facture qui est échue. Échue veut dire que le délai est dépassé. Automatiquement, ils seront isolés. D'accord. C'est sans doute une mauvaise nouvelle pour vos clients. Pourquoi cette opération? Vous savez, la SBE, même s'il produit, ou bien même si elle produit de l'énergie au Bénin, une partie, il a une grande partie qui est l'extérieur. Et une fois que vous achetez, il faut payer. Et nous avons une certaine habitude où les gens consomment et sans qu'on les touche, ils ne viennent pas payer. Ce qui est mauvais, il faut payer le fournisseur. C'est capital. Et ça a trop duré, il est temps maintenant de mettre un peu de l'ordre. Il faut aller recouvrer, chercher la dette qui se trouve au niveau de nous. D'accord. Pourquoi la période, puisque nous sommes déjà dans la période de fête de fin d'année où tout va dans tous les sens, pourquoi justement cette période? La SBE a-t-elle forcément besoin de ressources? On a tous souhaité digne a toujours besoin de ressources. Oui. Ce n'est pas que c'est à cause de la fête, non. Mais nous avons constaté que ça fait un peu longtemps que la SBE a procédé au recouvrement spécial. Et nos chers parents ont pris l'habitude de ne pas venir payer de plein gré, régulariser leurs factures. Et on a constaté que ça ne va pas. Il faut aller maintenant chercher, aller vers eux. Et pour le faire, il faut les prévenir. On pouvait commencer sans prévenir. Ah oui? Bien sûr. D'accord. Parce que toute facture a un délai. Et une fois que le délai est dépassé, la SBE a mesure de suspendre la prestation. Mais on préfère prévenir, donner l'alerte, donner un peu de temps à nos paisibles clients de venir s'acquitter de leurs dettes. Raison pour laquelle, au lieu de commencer très tôt, nous avons mis jusqu'au 2 décembre. D'accord. Est-ce que vous pensez que ce délai est tenable? 2 décembre, ça fait, nous sommes à, on va dire, 3 semaines. Hein. Est-ce que quelqu'un qui doit peut-être 2 ou 3 factures en 3 semaines, il pourra sonder toutes ces factures et se mettre en règle? Bien sûr, bien sûr. Même la personne qui doit 1, 2, 3 factures, ça ne va pas. En principe, un bon citoyen, disons, la SBE, c'est une société d'État. Hein, oui. Et contribue aussi au développement de ce pays. Lorsque vous consommez, il est bon temps que sans force, vous allez payer votre facture. Mais si vous devez déjà 1 facture, 2 factures, c'est 3. C'est déjà trop. Donc on n'a même pas besoin de cette force-là avant de recouvrer. Donc le temps qu'on a donné est largement suffisant. Alors est-ce que tous les clients sont concernés? Parce qu'il y a de grands consommateurs, il y en a de petits, il y en a de moyens. Est-ce que vous allez couper tous ceux-là qui ne sont pas en règle? Bien sûr, c'est l'ensemble. Ah oui. C'est l'ensemble sans distinction. C'est l'ensemble. Vous savez, les plus petits, quand on les regroupe, constituent déjà un grand. Même le grand qui consomme, il doit payer. Et comme je l'ai dit au départ, l'énergie est assez. Et une fois que vous achetez, il faut payer aussi le fournisseur. C'est capital. Donc c'est sans distinction. Tous ceux qui doivent à la Société d'énergie électrique du Bénin, à partir du 2 décembre, s'ils ne s'acquittent pas de leur facture, se verront purement et simplement coupés. D'accord. Avant le 2, il y a ce que vous appelez avis de passage. De quoi s'agit-il? Oui, et nous avons initié avec nos ambassadeurs qui sont les releveurs qui passent de maison en maison pour distribuer les factures, un message à l'endroit de nos paisibles clients pour leur dire, prévenir, parce que, excusez-moi beaucoup, tout le monde n'a pas le temps de regarder la télé ou bien d'écouter la radio, mais au moins lorsque l'ambassadeur passe, le releveur passe sur leur facture, il a un message qui est laissé pour prévenir la masse, pour dire qu'à partir de 2 décembre, si quelqu'un ne s'acquitte pas de ses dettes, la SBE verra l'obligation de suspendre sa prestation. Donc c'est sur toutes les factures que les sujets affichés. Par exemple, c'est un petit papier avec un test qui mentionne le délai, la date de coupure, je dis le temps mort là, entre maintenant et le 2, et le montant sur la dernière facture. Parce que sur la facture, il y a toujours les anciennes factures plus la nouvelle, et le total est en bas. Donc c'est le total qui sera mis sur le bout de papier là, qui sera agrafé à chaque facture. Et une fois déposé, nous demandons à nos clients, que nous respectons beaucoup, de prendre soin de lire. Parce que beaucoup, des fois, quand la facture vient, ne prennent pas soin de jeter un coup d'œil. Il a un mot là-dessus, de prendre soin de lire
parce que tout le monde n'a pas le temps d'écouter la télé, ou bien de voir la télé, ou bien d'écouter la radio. Au moins avec la facture, on peut jeter un coup d'œil pour voir qu'est-ce qui va se passer à partir de ces capitales. D'accord. Oui. On va finir avec votre message justement à l'endroit donc de cette clientèle qui sans doute aura du mal à recevoir votre message. En tout cas, un mot à leur endroit. Non, c'est simple. Vous savez, sans la clientèle, la SBE n'existe pas. Oui. C'est grâce à eux que la SBE est encore là. Et nous comptons beaucoup pour notre compréhension. C'est capital. Et la SBE, à travers l'État béninois, produit de l'énergie, mais pas 100%. La SBE achète de l'énergie aussi de l'extérieur. Et il est normal qu'on s'acquitte aussi de nos dettes vis-à-vis de l'extérieur. Et pour s'acquitter de ça, il faut que ce que nous vendons, nous le couvrons. Donc, nous devons participer au développement. Raison pour laquelle ceux qui doivent là, nous leur demandons d'ici le 2 au plus de faire tout possible pour s'acquitter, pour ne pas se retrouver dans l'obscurité. Ce n'est pas une joie pour nous qu'on veut faire ça. Non. Parce que grâce à eux, la SBE est encore là. Et il ne serait pas bon qu'on passe à cette opération-là. Ça peut arriver à partir de 2, mais il faudrait que ce soit un nombre très réduit. Que la majorité, entre aujourd'hui, demain lundi, jusqu'au 2, s'acquitte de leur devoir. C'est capital. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Et nous comptons beaucoup sur eux. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Sertunet Rouenon, représentant du directeur commercial et de la clientèle de la SBEE, Société béninoise d'énergie électrique. On suppose que votre message est bien passé et que vos clients vont mettre tout en œuvre donc, pour ne pas subir donc, les désagréments de votre opération recouvrement commando. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, on va quitter le Bénin pour les États-Unis. À présent, on va parler de l'élection présidentielle du 5 novembre dernier qui consacre le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Celui avec qui nous allons en parler, c'est un sociologue. Il est expert en stratégie de développement. On va l'installer. Merci beaucoup. La preuve de l'expérience des connaisseurs refait son apparition en rénovation des gammes. La moto tant attendue est de retour au Bénin. Saneli Zopapa. Saneli Zopapa. Le numéro 1 des motos à 4 temps en Afrique et ailleurs depuis 2001. Saneli la légende, c'est le confort, la robustesse, la fiabilité, la performance et la dureté assurée avec ses pièces de rechange disponibles. Opter pour Saneli, c'est choisir le luxe et l'usage paisible de motos de déplacement. Saneli, c'est la mobilité en toute quiétude. La maison Saneli est située à Cotonou-Fifadi à 50 mètres du marché et sur tout le territoire national. Contact plus 229 67 13 75 47 79 119 04. Saneli Zopapa. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit, donc jeudi dernier? Que le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé qu'une Foumi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il dort avec Béa, oui, ouais, dans ton. Gozi village, Boa, Kouton, Santanga. Retour sur le plateau du grand format pour parler de cette élection américaine et surtout le comeback de Donald Trump à la Maison Blanche. On va en parler avec l'invité qui vient de s'installer, Dr M. Chifa, bonjour. Bonjour, Monsieur Boukari. Alors, vous êtes sociologue, chercheur donc à l'EIPSD et expert en stratégie de développement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, globalement, quelle lecture faites-vous du déroulement de cette élection du 5 novembre passé? Merci, Monsieur Boukari.
Je commence d'abord par préciser que les États-Unis, c'est la première puissance du monde. Disons que à partir de Washington, le monde est réglé. Donc, ce qui se passe aux États-Unis ne laisse aucun pays de la planète indifférent. En fonction de la politique globale de ce pays-là, il peut y avoir la paix, il peut y avoir la guerre, il peut y avoir prospérité économique, il peut y avoir pauvreté. Alors pour cela, les élections aux États-Unis sont les élections les plus suivies de la planète entière. Et bizarrement, c'est le pays qui a le système électoral le plus complexe. Pourquoi? Parce que le suffrage universel accordé par le citoyen américain n'est pas direct, il est indirect. Donc l'électeur américain va aux urnes pour voter pour les grands électeurs et aux grands électeurs de voter maintenant pour le candidat de leur choix. Et ce n'est pas toujours celui qui ratisse large qui est forcément élu président de la République. Parce que si vous avez observé en son temps, Al Gore avait mobilisé plus de suffrages que George Bush pour son premier mandat en 2000. Mais il se trouve que c'est Bush qui a été élu plutôt que Al Gore. Donc ce sont des réalités de l'élection américaine, donc de leur système électoral. De la même façon, par rapport à la taille de chaque État, où il est dégagé systématiquement un certain nombre de grands électeurs, il suffit d'avoir 50% plus 1 pour avoir tout. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est un système un peu complexe, surtout pour nous francophones, où le suffrage est direct. C'est-à-dire que le lien que l'électeur a avec le président de la République est un lien direct. Ceci dit, pour ce qui a été observé, en fait, il y a ce que le monde entier souhaite et il y a ce qu'en réalité, le peuple américain et surtout Donald Trump, qui n'a pas oublié la victoire de 2020 et qui donc est resté, qui n'a pas oublié la défaite de 2020 et qui donc est resté le match retour de 2020. Le match aller s'était joué en 2020 et maintenant il faut jouer le match retour en 2024. Ça aurait été intéressant s'il était face à Joe Biden. Ouais. Oui, d'accord, mais il y a des réalités, vous savez bien. Je ne vais pas vous dire que Biden était sénile, mais vous savez bien que ses forces l'ont lâché. Puisque pour être président aux États-Unis aussi, en fait, l'Américain n'aime pas le loser. Donc vous ne verrez personne être candidat et que ça n'a pas marché, il se prépare pour revenir, comme en France ou en Allemagne, ça ne se passe pas là-bas comme ça. Vous pouvez prendre toute votre vie pour vous préparer et aller une seule fois. En cas d'échec, vous ne revenez plus. La vraie exception est Donald Trump et nous verrons pourquoi. Bon, alors, vous parlez des spécificités. Le monde, en fait, souhaitait que ce soit Kamala Harris. Ça, c'est le monde entier. Donc, les médias, les institutions de sondage, en fait, nous préparaient à cela. Mais il y a que nous sommes dans un pays où la séparation des pouvoirs est une réalité, où la démocratie est une réalité évidente. Et donc, par rapport à tout cela, c'est le peuple qui va vraiment aux urnes, quoi. Donc, Trump est resté en droite ligne avec ce que désire chaque État, notamment les swing states, c'est-à-dire les États clés, pour pouvoir tenir à ces États les discours qu'ils veulent entendre. Une politique globale pour mobiliser la jeunesse et surtout qui dit « Je voudrais rendre à notre grand État, le plus grand au monde, sa dignité et sa vigueur d'État pilote de la planète. » Vous voyez, donc en termes de slogan, il est parti et il a ratissé large auprès d'un certain nombre d'hommes d'affaires parce que lui-même est homme d'affaires. Donc lorsque vous voyez Elon Musk le soutenir, le patron de X, ex-Twitter, avec tout ce qu'il a comme moyen, un clan d'hommes religieux d'obédience anglicane que nous connaissons, qu'on appelle les pentecôtistes ou évangélistes, qui s'ajoute au fait que lui n'est pas au pouvoir. C'est Biden qui est au pouvoir, ce sont les démocrates qui sont au pouvoir. Et celle qui est désignée pour porter l'étendard des démocrates est vice-présidente. Donc elle ne peut pas dire qu'elle ne sait rien du pouvoir. Et vous savez, en général, pour toutes les élections, lorsqu'un chef d'État est en mandat terminal et qui doit affronter un nouveau candidat, c'est celui qui est au pouvoir qui se justifie. Et celui qui n'est pas au pouvoir n'aura qu'à faire des promesses, quitte à ce qu'à leur réalisation, on verra dans le fond ce que ce serait. Alors pour vous, qu'est-ce qui n'a pas marché pour Kamala Harris?
D'abord, disons que Kamala est venu un peu trop tard. Un peu trop tard comment? Vous savez, pour se porter candidat aux États-Unis, parfois c'est l'œuvre de toute une vie. Ça a été l'œuvre de Bush, ça a été l'œuvre de Clinton, ça a été l'œuvre d'Al Gore, même le général Eisenhower. Ça se prépare aux États-Unis. On peut mettre 45 années pour se préparer. Biden, même, vous n'avez qu'à le regarder. Comment, depuis sa jeunesse, il s'est préparé, a pris par différents postes et a même été vice-président. Et que Trump est passé, avant qu'il ne revienne président, vous voyez, ça se prépare. Pour Kamala Harris, ce n'était pas exactement ça. À mon avis, il lui a manqué un peu de préparation. Il y a aussi que lorsque vous prenez le Parti démocrate, avec tout ce que nous savons un peu comme dessous de ce parti-là, qui en réalité est dirigé par Obama et sa femme, Clinton et sa femme. Vous voyez ce conglomérat-là qui en réalité dirige les États-Unis, ou quand vous prenez Kamala Harris, en fait, elle manque un peu de posture et de stature. Elle ne peut pas tenir droit devant ceux que je viens de vous citer là, pour taper du poing sur la table comme quoi je suis la présidente des États-Unis. Donc, on lui parle un peu de déficience, légèrement de déficience de charisme et de ton suffisamment autoritaire pour porter la première puissance du monde entier. Alors, finalement, à cela, il faut ajouter, est-ce que les Américains sont encore prêts à une société aussi machiste que celle-là, une société conservatrice, et qui sont encore prêts à mettre à la tête de leur État pour porter et piloter leur destinée une femme, et qui plus est une femme de couleur, parce que quand vous prenez Kamala Harris, son papa jamaïcain et sa maman indienne, elle porterait peut-être peu les vrais gemmes des États-Unis de souche, parce que quoi que l'on dise, il ne faut pas évacuer cela du débat. C'est une variable avec laquelle il faut aussi compter. Cela a été un mauvais casting pour Biden qui l'a pratiquement imposé. Non, ça n'a pas été un mauvais casting. Pourquoi? Parce que, en fait, selon moi, Biden ne sait pas désister tôt. Il s'est désisté un peu tardivement, où les éléphants dinosaures des démocrates n'avaient d'autre choix que d'accepter ça comme ça. Vous voyez, alors le temps était trop court pour elle de se préparer véritablement, de nouer toute sa stratégie de campagne autour de projets de société innovants, pouvant véritablement convaincre les Américains, surtout la jeunesse, les Texans, les vieillards, les agricoles, ceux qui ne voudraient plus traiter avec les immigrants illégaux et qui pour la plupart venaient beaucoup plus en réalité de l'Amérique latine plutôt que d'Afrique où ils sont en réalité une frange très minoritaire, et qu'il faut compter également avec les Asiatiques dans ce pays-là qui dispose d'un peu de tout ce qu'il y a sur la planète pour faire en fait sa force. Je crois que ça fait trop de boulets dans la gorge de cette dame-là qui à 60 ans, d'accord, n'avait pas en réalité pris, disons, une année pour se préparer, pour préparer son projet de société et pour préparer en fait l'alternative. Elle a été appelée au dernier moment. Donald Trump, tout le monde pensait qu'il était fini politiquement, tout le monde pensait qu'il était affaibli. Donc après sa défaite en 2020, mais c'était une mauvaise lecture. Non. Les vrais observateurs ne pensaient pas qu'il était fini. Moi, je discutais avec des gens qui me rassuraient qu'il reviendrait. Pourquoi? Parce que regardez les conditions dans lesquelles il a perdu. Et n'oubliez pas la prise du Capitole, qui est un grand symbole dans la démocratie américaine. Mais depuis que Trump est descendu jusqu'au jour où il est réélu, il n'a pas eu une minute de pause. C'est maintenant qu'il est revenu avec une vraie équipe d'Américains où chacun est positionné à un poste depuis 4 ans sur papier et a travaillé véritablement pour l'émergence d'un projet de société aux Américains. Il a mieux préparé son retour que son ascension en 2016 et son passage à la tête de l'État américain de 2016 à 2020. Il n'avait pas fait une préparation aussi grande. Et puis d'ailleurs, lui-même le dit en disant que Kamala Harris prend du repos une fois tous les 2 jours, alors que lui n'en prend qu'une fois tous les 6 jours.
Donc c'est pour montrer que du haut de ses 78 ans, qu'il était très en forme. Et il ne faut pas oublier les 2 tentatives d'assassinat qui en fait n'ont fait qu'en apporter à son cote de popularité. Et donc de comment l'homme est fort. Parce que dans ces moments de soubresaut, où on devrait le voir bercer ou courber les échines, on l'a plutôt vu avec le poing serré, agité vers le haut, qui montre en réalité, parce que l'Américain en fait aime voter pour les héros. C'est un peuple de héros. Pour diriger les États-Unis, il faut montrer qu'on est un héros. Toute chose que Kamala n'a pas eu le temps de montrer véritablement. Un bouclier pour les Américains. Le constat que nous avons fait, c'est que les États clés qui étaient acquis à la cause des démocrates ont été conquis finalement par les républicains. Comment vous l'expliquez? Oui, je vous l'ai dit. Si vous voulez, prenons un tout petit État, Nebraska. 3 grands électeurs. 3 grands électeurs. Mais qui, en général, est toujours resté démocrate. La vague bleue a eu des déferlantes. Mais quand vous allez dans la plus grande ville, Omaha, vous allez voir que cette déferlante par rapport à 2016, par rapport à 2020, n'est pas toujours restée la même chose. Comment vous expliquez ça? C'est-à-dire qu'il y a une dynamique. On est allé jusqu'à dire du côté de Donald Trump que s'il ne gagnait pas, qu'il y aura de la guerre civile, si vous avez bien suivi l'actualité. Donc quand vous prenez tous ces éléments-là, c'est qu'il y a eu véritablement une dynamique politique. Parce que l'univers politique, si vous voulez, l'arène politique, est soumise à une dynamique constante qui en réalité ne s'arrête jamais au regard de la redistribution des cartes. Si Biden était là, est-ce qu'on observait cette même déficience de ferveur? Je ne crois pas. Si les démocrates avaient eu pour candidat un homme plus jeune, plus vigoureux, qui était sur la scène politique, qui avait occupé des fonctions antérieures qu'on connaissait, est-ce qu'on allait obtenir la même dynamique? Non. Sur les questions de santé, de protection sociale, de pouvoir d'achat, d'immigration, d'ouverture de frontières, de rendre aux États-Unis leur fierté de premiers gendarmes du monde, on a plutôt vu les républicains aller beaucoup plus en avant plutôt que les démocrates. Et il faut le dire aussi, les dinosaures, les gros éléphants des démocrates sont restés un peu en retrait et ont légèrement donné de petits coups de pouce à Kamala Harris, chose qui n'aurait pas suffi. Ok, à travers cette élection, est-ce qu'on peut dire que les Américains sont restés en phase avec leur sociologie, une société conservatrice? Non seulement leur sociologie, mais leur sociologie politique. Je vous ai dit qu'il faut être un héros pour diriger les Américains. Il faut sortir, disons, entre griffes, une sorte de tour de magie de son chapeau pour les convaincre. Et ça, Trump l'a mieux fait que Harris. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc, en termes de fidélité par rapport à leurs valeurs, en termes de fidélité par rapport à leur histoire, en termes de fidélité par rapport à leur sociologie politique, tout cela reste confirmé. N'oubliez pas qu'Hillary Clinton est passée de peu en florant la barre devant la qualifiée pour le fauteuil du président de la République des États-Unis, cet État fédéral. Ça n'a été la même chose, mais ici, avec un écart encore plus gros pour Kamala Harris. Ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas encore véritablement prêts pour se faire diriger par une femme. Et que cette femme-là, si elle devrait arriver, on devrait peut-être mettre une décennie à la préparer, que ça devrait être un casting long, patient, mais laborieux. D'accord. Sur les grands enjeux de ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, on voit déjà la guerre en Ukraine. Poutine est resté serein jusqu'à maintenant. À quoi doit-on s'attendre? Disons que Trump aura 3 grands dossiers brûlants, chauds, urgents devant lui. Vous commencez par le dire pour l'Ukraine. Il faut également parler d'Israël. Il faut également parler de Taïwan. Alors, il l'a dit au cours de la campagne, si vous me lisez, en 24 heures, je mettrai fin à la guerre en Ukraine. Et nul n'est sans savoir, je dirais, entre griffes, l'accointance entre Poutine et Trump. Là où Biden ne peut pas se rendre chez Poutine pour lui parler, Trump peut le faire. Et n'oubliez pas, Zelensky, président ukrainien, aussi a dit, nous espérons qu'il y aura une paix juste. Et n'oubliez aussi pas que
Trump est un homme d'affaires et que les hommes d'affaires n'aiment pas la guerre. Parce que la guerre bloque les affaires. Les affaires là-bas, c'est une question de pouvoir d'achat. Il faut que les gens se portent bien pour consommer. Parce que ce sont des sociétés de production et de consommation. Donc, s'il y a la guerre, tout cela s'arrête et le système économique global est bloqué et eux, ils ont des manques à gagner. Alors, lui, il fera tout pour que la guerre s'arrête. Ça veut dire quoi? Soutenir l'Ukraine avec les armes, avec des instructeurs militaires, lui promettre une sorte de plan Marshall pour continuer, en fait, pas faire la guerre à la Russie à partir de l'Europe. Cela n'est pas la politique de Trump. La politique de Trump, c'est de faire en sorte qu'il y ait une paix véritable pour que les affaires puissent se dérouler correctement et que le monde entier continue pas à utiliser le dollar américain comme monnaie internationale. Ça ne peut pas se faire au cours d'une guerre. Et sans doute, vous verrez que c'est ce que Trump fera. Donc, il aura à discuter... Dans la bande de Gaza également, oui. Il doit sans doute s'y pencher. N'oubliez pas que pour ce que nous avons vu, qui est un carnage humain, et qui en fait interpelle la raison et la conscience humaine, d'une manière ou d'une autre, les démocrates sont complices. Il ne faut pas oublier Anthony Blinken. Il est d'origine juive. Il ne faut pas oublier que durant tout le temps, le pouvoir américain en face est resté à causer, à ne rien faire véritablement. Sous Trump, probablement, ce ne serait plus ça. Il dispose de manettes et de pouvoirs suffisamment grands pour demander à Netanyahou d'arrêter. Parce que si vous savez voir les choses, voyez un peu l'Israël comme le 51e des États américains. Quel qu'en soit le président américain au pouvoir, quel qu'en soit le parti politique au pouvoir aux États-Unis, l'Israël est toujours considéré, choyé et protégé. Mais le ton de lui parler n'est pas le même selon qu'il s'agit d'un démocrate ou d'un républicain. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. On va forcer la main à Benjamin Netanyahou à pouvoir reconsidérer les donnes pour ne plus faire usage de son arsenal militaire tel qu'il est en train de le faire à Volo maintenant. Juste pour qu'il y ait la paix. C'est la même chose. La guerre commerciale avec la Chine, Donald Trump l'avait déjà commencé à son premier mandat. Est-ce qu'il va reconsidérer les choses? Non seulement, je voudrais rappeler que depuis 2020, la Chine est la première puissance économique. Je dis bien économique du monde. Ne croyez pas que cela va plaire à Trump. Alors, il va trouver les moyens pour reconsidérer les liens avec la Chine. Et c'est quoi? Le dossier brûlant, c'est Taïwan. C'est la Chine qui a toujours représenté depuis toujours Taïwan aux Nations Unies. Et les Américains, sans doute, auront simplement... Vous savez ce qui s'était passé précédemment avec Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants. Sous Trump, bien évidemment, vous ne verrez pas ça. Il va aller dans le sens de contenter la Chine, de la caresser, comme quoi Taïwan fait partie de la République populaire de la Chine. Donc Taïwan n'est pas un État à part. Taïwan est à l'intérieur de la Chine. Et c'est cette position-là que soutiendrait sans doute le président Trump pour mieux reconsidérer le jeu d'équilibre avec la Chine. Parce que dans une posture d'opposition, d'accord, les États-Unis souffriraient un peu par rapport au règlement de questions commerciales économiques relatives à la Chine. Mais dans une position de juxtaposition, ils se contrôlent et l'une peut avoir une longueur d'avance sur l'autre et que l'autre par moment peut le rattraper et ils vont se reconsidérer et s'équilibrer à l'intérieur de l'arène économique et commerciale et même pourquoi pas à l'intérieur de l'arène militaire parce que militairement aussi la Chine n'est pas n'importe quel pays. Tout à fait. Et puis après l'annonce donc de la victoire de Donald Trump, on a constaté que l'Europe panique. Pourquoi? Il y a quelque chose comme la peur qui envahit les pays européens. J'ai commencé par vous dire qu'il y a ce que souhaitait le monde entier, en l'occurrence les Européens, c'est-à-dire Kamala Harris, et ce que les Américains décident. Il ne faut pas oublier, on peut le dire, Trump est un homme imprévisible, un président arrogant, autoritaire, qui est de statut suffisamment haute et qui considère en fonction des enjeux sur place. Vous voyez,
disons que la politesse et la courtoisie diplomatique ne sont pas tout à fait ces choses-là. Il ne faut pas oublier, c'est un milliardaire, un homme d'affaires milliardaire, qui n'a pas appris la politique à la base. Ne le prenez pas comme quelqu'un qui vient d'Oxford ou de Princeton. Ce n'est pas tellement ce schéma-là. Ça veut dire qu'avec lui, on peut arrêter des choses qui se retrouveront du jour au lendemain remises en cause. Vous avez vu comment il est sorti de tout accord ayant trait au réchauffement climatique, alors que les États-Unis en sont les principaux artisans, sont restés tout le temps et ont forcé la main à tout le monde. Lui s'en estirpe pour pouvoir avoir la liberté d'être ce qu'il veut. Donc avec lui, les accords ne sont pas toujours suffisamment bouclés. Et il faut toujours avoir une paire de manches gardées quelque part dont on aurait peut-être éventuellement besoin en cas de nécessité. Donc les Européens, ou si vous voulez, l'Europe aurait souhaité avoir affaire à la belle et douce Kamala Harris, mais il se trouve que dans les faits, ils auront à supporter et à gérer le bouillant Trump. Alors les migrants africains qui vivent aux États-Unis ont également peur, parce que l'homme ne va pas hésiter à les expulser. Comment ça peut se passer? Non, pas tous les migrants. Les sans-papiers. Vous avez sur le sol américain beaucoup de migrants clandestins. L'immigration irrégulière ne peut être soutenue par aucun État au monde. Mais là où les démocrates restent avec un cœur un peu plus tendre, un peu plus doux, voyant cela et fermant les yeux, lui dit qu'il ne fermerait pas les yeux. Toute personne sur le sol américain et n'étant pas dans une situation régulière devrait être expulsée. Vous n'allez pas me dire que c'est mauvais. Et ça, il n'y a pas que les Africains. D'ailleurs, même ils sont très peu. Les migrants d'origine africaine se retrouvant dans une situation d'immigrants irréguliers. Cette question s'adresse plutôt aux Latinos et quelque peu aux Asiatiques. Dans une frange très minoritaire aux Africains d'origine. Et ça, il a toujours promis. Vous connaissez ce qu'il a dit des Africains et des Arabes, vous savez ce qu'il a dit des Noirs en général. Cela reste sa conviction et c'est avec ça qu'il gouverne le monde. Écoutez, pour lui, disons que l'Afrique reste pratiquement une zone sans intérêt. Il n'a rien à foutre avec. Même le grand Obama de souche africaine, regardez qu'a-t-il fait pour les Africains. Il était pratiquement à la veille de son départ, avant de les convoquer, de les écouter et de voir ce qu'il pouvait faire pour eux. Maintenant, il y a des programmes qui existent de tout temps, tels que AGOA, qu'on connaît. J'espère bien qu'il ne va pas supprimer cela. Et que vaille AGOA, MCA, il y a un certain nombre de projets où les États-Unis ont les mains mises et impliquées là-dedans pourrait apporter quelque chose aux Africains. Mais bien évidemment, un président américain élu l'est pour les États-Unis et non pour l'Afrique. Bon, on peut espérer une coopération économique donc, avec les États-Unis, non? Il y a eu beaucoup de messages donc, de chefs d'État africains qui ont félicité Donald Trump. Pas quelque chose de particulier. Je ne vois pas quelque chose de grand, de gros. Déjà, que Trump fasse l'effort de maintenir et de conserver ce qui est en cours est déjà une victoire pour les États africains. Mais pour ce que je sais de ce qu'il est et pour ce que nous savons de son fonctionnement, je ne le vois pas tailler quelque chose de spécifique comme une part particulière aux Africains. Donc nous aurons à prendre notre mal en patience. C'est aussi simple que ça. D'accord, merci à vous, Dr Mb Sifa, sociologue, chercheur à l'EIPSD et expert en stratégie de développement. Merci pour ces analyses. En tout cas, on attend l'investiture de Trump pour voir, pour voir ses premières actions. En tout cas, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons observer une pause d'environ 7 minutes, le temps pour vous de suivre la revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kani Assiongbo. Et juste après, vous le savez, c'est le décryptage de l'actualité nationale ce dimanche. C'est un exercice qu'on va faire avec Gabin Goubi. Il est le rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Voici la revue hebdo pour planter le décor. C'est la revue de presse hebdomadaire. Dans la semaine, la Nation nous informait que le président de la République a accordé le jeudi 31 octobre dernier
Au palais de la Marina, une audience à Bébé Amro Selassie, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international. Les deux personnalités ont échangé au sujet de la santé de l'économie béninoise qui, du reste, est très appréciée par l'hôte de Patrice Talon. Au terme de l'audience qu'il a eue auprès de Patrice Talon, président de la République, il a ouvertement peint en blanc la situation macroéconomique du Bénin. Bénin Intelligent mettait l'accent sur les défis à relever et soulignés par l'hôte du chef de l'État qui confie « Nous avons discuté des défis que rencontre le Bénin en ce qui concerne la nécessité de continuer d'investir pour créer de l'emploi. » Il a dit par la même occasion le soutien du FMI au Bénin. Nous avons aussi évoqué l'appui que le FMI peut apporter au Bénin, a-t-il fait observer à la sortie d'audience. Nord-Sud Quotidien ajoutait que les échanges entre Selassie et le président de la République du Bénin ont porté sur les principaux défis économiques du Bénin, notamment la nécessité de poursuivre les investissements pour créer des emplois et améliorer les conditions de vie. La restitution des biens culturels par la Finlande a fait le gros titre de Fraternité du mardi, où le journal faisait observer que cette dynamique de lever le voile sur la face cachée de l'histoire à partir des preuves tangibles, le gouvernement de Patrice Talon en a fait son cheval de bataille et sans risque de se tromper, les faits lui donnent raison. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire s'effacera de moins en moins tant que des hommes de vision de la trempe de Patrice Talon s'engageront à faire restituer les œuvres culturelles volées. C'est une révolution culturelle et cultuelle qui mérite d'être saluée, mais une révolution orientée vers l'apaisement des esprits et des bénédictions des projets futurs pour le Bénin. Ça, Talon l'a si bien compris qu'il se donne corps et âme pour le bonheur du peuple béninois et africain avec tact et diplomatie. Pour une deuxième fois, il a réédité l'exploit et est en train de réussir là où d'autres ont échoué. Sur un tout autre volet, le matinal renseignait que la Banque mondiale a approuvé un financement de 635,5 millions d'euros de l'Association internationale de développement pour soutenir les efforts du gouvernement du Bénin visant à renforcer la croissance tirée par le secteur privé, améliorer la collecte des recettes intérieures et accentuer la résilience sociale et climatique. Fraternité ajoutait que le financement permettra de soutenir les réformes dans le cadre d'un objectif global, de mobiliser 500 millions d'euros de financements commerciaux. Le programme se décline en 3 piliers. Il s'agit primo d'un partenariat public-privé qui vise à créer un cadre opérationnel pour encourager la participation du secteur privé dans des projets publics, facilitant l'accès au financement pour les petites et moyennes entreprises. Secondo, le recouvrement des recettes soutient des réformes pour améliorer le recouvrement fiscal, garantissant ainsi des fonds pour l'investissement public. Tertio, la résilience sociale et climatique comprend l'élargissement du registre social unique et le renforcement des systèmes de gestion des risques de catastrophe afin de favoriser des villes durables. Pendant ce temps, la nation renseignait que le trésor public s'illustre par une gestion rigoureuse des ressources de l'État grâce à une organisation efficace et des outils de contrôle avancés face aux défis de la sécurité et de la disponibilité de liquidités. Un ensemble de réformes et d'innovations mises en œuvre par le Trésor public permet aujourd'hui une meilleure gouvernance financière au service de l'État et des partenaires. La gestion des finances publiques au Bénin repose désormais sur le principe d'unité de trésorerie, une approche qui centralise les fonds publics dans un compte unique domicilié à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce modèle, coordonné par un comité de trésorerie, permet une surveillance des ressources et assure la traçabilité des opérations financières de l'État, conclut le journal. Et puis, en ce qui concerne les réformes, Matin Libre notait que des réformes ou décisions qui paraissent même les plus élémentaires semblent toujours loin de recevoir l'adhésion des populations principales cibles des réformes et initiatives. Depuis l'avènement de la rupture, le consensus semble, selon certains observateurs, ne point constituer le socle des décisions engageant la vie des Béninois
et pour les Béninois. Des remous et contestations souvent observées laisseraient croire à une approche selon laquelle tout serait imposé aux populations. Les Béninois seraient bien convaincus que les gouvernants ne sont pas forcément animés d'une mauvaise foi, mais l'idéal serait la recherche des consensus comme socle des réformes et initiatives, a ajouté le journal. En feuilletant les pages de La Nation, on découvrait qu'avec l'essor des plateformes numériques, les médias sont appelés à se transformer pour répondre aux nouveaux usages et aux attentes du public, placés sous le thème Numérique et médias, nouveaux canaux, nouveaux défis. La 7e édition de la semaine du numérique était l'occasion pour les participants de suivre plusieurs ateliers, masterclass et conférences couvrant des sujets aussi variés que la vérification des faits, fact-checking, les défis des nouvelles chaînes de télévision au Bénin ou encore les outils de mesure d'audience et de financement des médias dans un contexte numérique. Ces discussions visent à doter les professionnels des médias des compétences nécessaires pour exercer dans cet environnement en constante évolution. Aurélie Adamsoule Zoumarou, ministre du numérique et de la digitalisation à l'ouverture des travaux de la semaine, a souligné l'ampleur de la mutation des médias au niveau mondial. Elle a évoqué la manière dont les jeunes générations, en particulier celles de 15 à 24 ans, sont de plus en plus friandes de contenus interactifs et numériques. En faisant un tour au Parlement, dans la semaine, le matinal notait 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. C'est par ce résultat que le 4e rapport d'activité de la période du 1er avril au 30 septembre 2024 du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a été adopté par les députés. Il faut noter que ce sont les élus de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain qui l'ont soutenu, pendant que l'opposition parlementaire y a mis un avis défavorable, insistait le journal, pour lequel, en introduction de l'étude de son rapport, le président du Parlement a indiqué que c'est la compilation des activités de tous les députés, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Le Télégramme indiquait pour sa part que pour ce qui est du contrôle de l'action gouvernementale, il est à retenir que les députés ont mis le paquet sous le leadership éclairé du président Loïc Béounou-Vlavonou. Ainsi ont-ils examiné 2 questions d'actualité et 8 questions orales avec débat. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Revue de presse hebdomadaire de Action Mokani et Action Bon que nous allons retrouver dimanche prochain avec d'autres informations en plateau. Gabin Goubi, bonjour. Bonjour Idrissou Boukari, bonjour aux téléspectateurs. Rédacteur en chef du quotidien Le Matériel, merci d'être avec nous. On va commencer avec la manchette de votre parution du jeudi dernier. Que se passe-t-il sur le site de maraîchage de la zone Sika à Semepoudji? Évidemment, c'est une magouille, dirions-nous, qui est en train d'être orchestrée là-bas. Vous savez que c'est une zone qui est squattée, sinon qui est occupée depuis quelques années par des maraîchers. C'est-à-dire c'est des personnes qui ont dû se reconvertir dans le maraîchage après avoir été déguerpis des plages où, sous le régime précédent, le régime de Boniaï, on avait interdit l'actualité d'exploitation du sable. Au niveau, n'est-ce pas, de la berge lagunaire de Semepoudji. Et du coup, beaucoup de citoyens qui se retrouvaient dans cette activité-là ont dû se reconvertir dans le maraîchage. Et donc, ils ont occupé ce site qui est situé... Plus de 150, plus de 1500. 1500 personnes qui occupent le site de Sika qui est à Semepoudji. Et il s'est fait que depuis quelque temps, certaines autorités ou certains individus tapis qui étaient dans les rangs, en complicité avec certaines autorités communales, ont entrepris de morceler
morceler le domaine, de les vendre et de faire croire que bon, ils ont des titres fonciers alors que rien de tout ça n'a été. Donc on a déployé notre correspondant sur le terrain qui a fait des investigations. Vous aurez dû constater que c'est une série d'articles que nous avons produits sur ce dossier-là. Et donc les échos ont porté parce que le conseil communal de Semekoji s'est penché sur le dossier à l'occasion le dossier est revenu à la surface des échanges au niveau du conseil extraordinaire convoqué par le maire récemment. Donc ils ont décidé de revenir sur le sujet pour sereinement l'aborder au travers d'un conseil extraordinaire qui sera convoqué exclusivement sur cette question-là. Et je pense qu'il est temps qu'on vise ce dossier parce que c'est des familles qui sont en danger. Donc c'est une activité qui nourrit quand même à cette personne. Je pense qu'il faut se pencher dessus. Ce n'est pas normal avec la nouvelle dynamique que prône le régime du nouveau départ, avec un peu la fin de ces actes qui tirent un peu la dynamique de développement vers le bas. Je pense qu'on ne doit pas aujourd'hui tolérer que des personnes s'illustrent dans la mafia foncière et entreprennent, n'est-ce pas, de morceler un domaine qui ne leur appartient pas, qui reste et demeure un domaine public. Et puis le maire Jonas Gbanametor a semblé banaliser cette affaire quand on lit votre article, mais certains conseils ont dû lever le ton et puis ça aboutit certainement. Évidemment, le maire a mal posé le problème. Il a mal posé le problème. En plantant le décor, il a dit bon que la mairie a un chargé de communication, il lui suffit juste d'aller à la radio qui a installé les gens là et que ça règle le problème. Or, c'est un problème de fond. Je pense que le malaise est plus profond. Il faudrait que véritablement on aille creuser, on situe les responsabilités. Parce que c'est ce que l'on veut aujourd'hui. On ne peut pas permettre que des individus s'illustrent dans une certaine mafia alors même que ils n'ont pas... Enfin, ils ne sont pas en droit, ils ne sont pas habilités à agir ainsi. Ce n'est pas normal que les gens surfent sur leur influence politique pour morceler des domaines, pour prétendre à ce que, bon, ils ont les garanties de l'État pour agir ainsi. Je pense qu'il faudrait très tôt que le conseil communal, que tout le monde attend justement pour aborder ce dossier-là, prenne sa responsabilité. Je pense que le maire, finalement, après les échanges qui ont été très houleux à la dernière session, il a finalement compris l'urgence de convoquer une session autour de la question pour véritablement voir clair et situer les responsabilités. Et puis une commission d'enquête va être mise en place certainement donc dans les semaines à venir. Concrètement, qu'est-ce qu'elle va apporter? Non, on espère que ceux qui sont en train d'orchestrer les choses, de tirer les ficelles dans l'ombre seront mis à nu et que véritablement les maraîchers vont jouir pleinement de leurs droits. S'il faut les réinstaller ailleurs, c'est à l'État de décider. Je pense que le gouvernement aussi a intérêt à prendre à bras le corps ce dossier. C'est vrai qu'un ministre de l'actuel gouvernement a été rencontré déjà par le collectif des maraîchers pour poser la situation, poser le problème. Je pense que le gouvernement devra très tôt également voir clair dans ce dossier-là pour véritablement mettre hors d'état de nuire tous ceux-là qui essayent de perturber la quiétude des maraîchers qui se sont installés sur le site. Et je pense que cela ne fera que justice. Tout à fait. Autre sujet avec vous, Gabin Goubi, à l'Assemblée nationale, le rapport d'activité du président Louis Vlavono a été adopté jeudi et de 4 pour l'homme. Bon, sans grande surprise, hein. Vous savez que c'est désormais presque mécanique, c'est l'adoption du rapport. C'est la majorité qui est contre la minorité, la majorité de 83 députés, mais cette fois-ci, ça a été voté par 81 députés, je crois. Et donc, les députés du parti Les Démocrates, donc de la minorité parlementaire, ont donc logiquement rejeté le rapport, comme il fallait d'ailleurs s'y attendre. C'est la posture qu'ils adoptent déjà depuis le début de la législature. Donc, c'est sans grande surprise. Je pense que le rapport d'activité est passé. Des points qui ont été inscrits au niveau, n'est-ce pas, des missions parlementaires, au niveau
du contrôle de l'action gouvernementale au niveau donc du vote des projets et propositions de loi. Je pense que l'Assemblée a essayé de remplir sa mission et donc c'est ça ça transparaît clairement dans le rapport produit par le président de l'Assemblée nationale. Eh bien, que ce soit dans le fond, dans la forme, bon, le rapport a été apprécié. Les députés ont expliqué bien entendu leur vote. Et je pense que, bon, c'est ça une grande surprise parce que c'est le rapport du président de l'Assemblée nationale ne peut que faire le point de ce qui a été fait. Même si certains députés ont soulevé des préoccupations qui sont presque légitimes, même si de notre position à nous, on n'a pas les moyens d'aller savoir si c'est vrai. Il paraît que lors des missions à l'étranger, des missions où les délégations des parlementaires béninois sont dépêchées, il n'y a que, bon, la minorité parlementaire est quasiment lésée, elle ne, on ne respecte pas le quota qui doit lui être attribué et tout. Je pense que le président doit se pencher sur ces questions-là pour régler tout ça. En termes de contrôle de l'action gouvernementale, est-ce que fondamentalement quelque chose a changé également? Non, rien du tout. Je pense que ça, c'est un volet sur lequel on voit que les députés sont quasi absents. Même si à leur décharge, on voit que c'est une législature qui quand même bouscule les choses d'une manière ou d'une autre, parce que le gouvernement est souvent interpellé sur certaines questions d'actualité. Et ça, c'est le mérite du parti des députés de la minorité parlementaire. Vous savez, sur chacune des questions qui intéressent l'opinion nationale, sur des questions d'actualité, eh bien, le gouvernement est interpellé, est appelé à expliquer un peu la philosophie qui a guidé la prise de cette décision ou bien la prise de telle option dans par rapport à tel ou tel dossier. Et je pense que cela participe aussi du contrôle de l'action gouvernementale. Et donc, je pense qu'il faut inviter les députés de la majorité parlementaire également à bien vouloir être plus présents sur ce chantier-là, qui est également un des volets essentiels de l'action du gouvernement. Maintenant, là où on sent que, bon, c'est comme si on ne voit pas les députés du tout. Avant, on parlait de commissions parlementaires, des commissions parlementaires qui sont constituées pour aller auditer ou vérifier même tel ou tel secteur, c'est-à-dire ce qui ne va pas dans tel ou tel domaine. On a l'impression que cette pratique-là a disparu. On ne voit pas véritablement la 9e législature sur ce chantier-là. Je pense que c'est des aspects à corriger pour crédibiliser davantage notre institution parlementaire qui reste, qu'on le veuille ou non, une institution de contre-pouvoir parce que justement, elle est là pour contrôler l'action du gouvernement. Et donc, il ne s'agit pas forcément de rester dans le premier couloir de sa mission qui est de voter les lois qui passent pratiquement de façon mécanique. Oui. Il faut également veiller à bousculer le gouvernement, à montrer qu'ils sont véritablement des représentants du peuple. Et donc, le peuple doit se sentir concerné par le combat qu'il mène. Bon, chacun se fait sa petite idée dessus, mais je trouve que l'Assemblée a encore quelques défis à relever sur ce plan-là. D'accord. Le management donc, du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, comment vous l'appréciez, vous? Bon, vous savez, c'est quelqu'un qui a une certaine expérience du Parlement. Ça doit faire, si j'ai bonne mémoire, sa 4e législature. Donc c'est quelqu'un qui est quand même un des anciens de la maison et c'est un sage. C'est quelqu'un qui est animé par une volonté, n'est-ce pas, de ne pas choquer les uns les autres. Il essaye de faire avec les moyens qui sont les siens, de faire en sorte que bon, l'Assemblée retrouve une certaine harmonie. Dans son discours d'abord d'ouverture de la session, vous avez vu, il a demandé à ses collègues de taire les querelles, d'œuvrer pour qu'il y ait l'amour véritablement au sein de l'hémicycle, qu'au-delà, n'est-ce pas, des divergences politiques, que les députés puissent se serrer les coudes, puissent parvenir à des consensus sur des questions d'intérêt commun. Et je pense que c'est ce qui doit prévaloir. Donc je pense qu'il essaie quand même de jouer son rôle de père de famille à son niveau-là, même si évidemment il est d'un bord politique, il doit forcément ménager les intérêts de son camp politique. Donc c'est l'Assemblée nationale, c'est le rôle de la politique. Je pense que ça, il faut le comprendre sur ce. D'accord. Sport maintenant avec vous, Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Guépards ont le dos au mur. Les Guépards vont jouer jeudi prochain donc contre les Super Eagles donc du Nigeria. Quelle chance de qualification pour le Bénin? Les chances mitigées, les chances qui sont vraiment mitigées. Je pense qu'il ne faut pas se voiler la face.
Je l'ai dit, au lendemain de notre défaite concédée face au Rwanda lors du match de la 4e journée, je pense que ça remet tout à zéro. Le Bénin est désormais contraint, n'est-ce pas, de tout faire pour peut-être battre le Nigeria ou dans le meilleur des cas, obtenir un match nul face au Nigeria. Et quand vous voyez un peu la sélection nigériane, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à constituer cette équipe-là face au Bénin, je pense que l'entraîneur a fait appel à pratiquement tous les cadres de l'équipe, tous ceux qui sont à même, n'est-ce pas, d'obtenir la victoire au profit du Nigeria. Le Nigeria aussi veut assurer sa qualification et c'est toujours bien de le faire déjà lors de l'avant-dernière journée que de le faire dans la dernière. Bon, nous autres, on a laissé passer notre chance, ça nous a filé pratiquement entre les doigts. Je pense que cette défaite que nous avons eue au Rwanda là, je pense que ça met un peu le Bénin dans des calculs. Moi, habituellement, c'est comme si tout le temps, on est souvent dans ces calculs à la dernière minute qui vous crée qui vous met dans une certaine psychose et il s'impose même des pressions inutiles. Je pense que bon, c'est à eux de montrer tout le meilleur. Après le Nigeria, il y a la Libye. On va jouer contre la Libye à Kigali. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose là à ce niveau? Bon, je pense que la plus grande menace, la Libye, légitimement, bon, ce serait surréaliste que la Libye aujourd'hui se qualifie. On a la pression du Rwanda. Moi, je n'ai aucun doute que le Nigeria parviendra. Il lui suffira juste d'un match nul, n'est-ce pas, pour assurer sa qualification. Mais la pression, la concurrence est beaucoup plus entre le Nigeria et le Bénin et le Rwanda. Vous savez, le Rwanda aussi, avec la victoire qu'elle a obtenue sur les Guépards à l'issue de la 4e journée, est confortée. Donc, elle a avec vu un point de différence. Voilà, donc je pense que nous sommes pratiquement au coude à coude et il faudrait que le Bénin fasse tout pour tout au moins obtenir un match nul face au Nigeria. Impossible n'est pas béninois, impossible n'est pas football non plus. Donc ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont dos au mur, comme vous l'avez dit. Et le peuple les attend véritablement. Je pense qu'une qualification du Bénin ne fera que conforter, ne fera qu'augmenter le degré d'estime de notre nation. Et ça permettra, n'est-ce pas, d'être au rendez-vous, à ce rendez-vous sportif-là, qui est une occasion de rassemblement et d'union de tout le peuple. D'accord, on va dire 2 mots sur cette élection présidentielle américaine avec le retour donc, de Donald Trump à la Maison-Blanche. Sans surprise pour vous? Sans surprise, oui, sans surprise, je peux le dire, parce que vous savez, on a failli être embobiné par le jeu des sondages. Vous savez, les sondages restent tous les sondages. Les sondages ont longtemps annoncé une légère avance de Kamala Harris, mais aux derniers instants, on a parlé d'un coude à coude. Du coup, moi, je m'attendais à tout. Vous savez, le peuple américain est aujourd'hui en proie à une série de problèmes comme la plupart des autres pays du monde. Il y a l'inflation qui sévit là-bas. Le bilan économique du président actuel Joe Biden n'est pas forcément mauvais. Je pense que ce n'est pas mauvais, mais il y a des contingences économiques dans ce que nous vivons depuis quelques années avec la crise de la Covid-19, avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui ont créé une certaine inflation dans le pays. Aujourd'hui, les Américains sont pratiquement étouffés et par la cherté des produits sur le marché. Il y a la prolifération des impôts et il y a des questions sur lesquelles, bon, les deux camps ne se sont pas entendus. Les questions de la minorité, la question de la gestion des immigrations, la question de politique intérieure et tout. Donc il n'y a que l'autre a réussi à avoir un discours qui a tout de moins fédéré une partie de la population américaine à sa cause. Eh bien, je pense que bon, le peuple américain est mieux placé pour choisir celui qui est à même de le diriger. Ils viennent de faire leur choix. Bon, à nous d'en tirer les conséquences. Ce qui est sûr, on souhaite le meilleur pour ce président-là qui a réalisé un comeback historique, Donald Trump. On va espérer qu'il tirera leçon des erreurs qu'il a commises lors de son premier mandat et qui veillera à projeter une image plus ou moins responsable des États-Unis, parce que c'est un président imprévisible. Vous savez, avec Trump, il y a des élans, il faut s'attendre à tout et désormais, je pense qu'il saura projeter une image responsable de cet État-là qui en a véritablement besoin. Et double tentative d'assassinat, 2 instructions judiciaires, 90 inculpations dans différents États et pourtant
L'homme a survécu. C'est curieux. Non, tout le monde se demande comment est-ce que ce pays-là, qui est quand même considéré comme la plus vieille démocratie au monde, a pu, comment Trump a pu passer tous les mailles de la justice, comment il a même écopé d'une condamnation pratiquement au plan pénal. Et bon, beaucoup disent qu'avec sa consécration comme président, son élection à la Maison Blanche, il saura agir sur les lois pour éteindre, n'est-ce pas, ces dossiers judiciaires dans lesquels il est impliqué là. Dans tous les cas, Trump, je me demande si c'était le meilleur choix pour les États-Unis. Mais une fois encore, c'est le choix du peuple américain et on le respecte. Donc on verra. Peut-être qu'il est venu, c'est un mandat de rachat. Donc il va travailler à corriger son image, à véritablement rassurer le peuple américain, le mettre en confiance et montrer qu'il était l'homme qu'il faut véritablement. Peut inspirer l'Afrique. L'Afrique, pas grand-chose. Vous savez, Trump n'est pas président africain. Il n'est pas le président des Africains. Moi, j'entends les Africains se lancer dans des discussions. Bien entendu, c'est une grande puissance, les États-Unis. C'est un pays de rêve pour des millions de jeunes africains. Mais il faut comprendre d'abord que leur développement doit venir d'abord de nous-mêmes. Je pense qu'il ne faut pas... Trump a déjà des tas de problèmes à régler aux États-Unis, dans son pays. Donc, il ne fera pas de l'Afrique une priorité. Je pense que lors de son premier mandat, il a déjà donné le ton. Voilà ce président qui n'a reçu pratiquement autour de ses 4 ans de mandat que deux présidents. Et je pense qu'il y a eu l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari qui l'a reçu. Il y a également le président kenyan Uhuru Kenyatta qui l'a reçu. À part ça, Trump n'a pas effectué de visite en Afrique. Lui, il parle moins du continent africain. Donc je pense que les Africains n'ont pas grand-chose à attendre, parce que d'abord, c'est les États-Unis la priorité. Et Trump, c'est quelqu'un qui veut montrer l'image d'une Amérique forte, d'un pays, d'une puissance qui se respecte, qui se fait respecter. Il a un Américain pur, quoi. Et vous voyez qu'il a ce sursaut d'orgueil dans les différents discours qu'il tient face à ses compatriotes. Et je pense que l'Afrique va continuer à faire sa politique, peut-être travailler à nouer les bonnes relations, à maintenir la santé des relations avec les États-Unis. Mais d'abord penser que le développement de l'Afrique se fera par nous, Africains, parce que Trump également a d'énormes défis à relever actuellement dans son pays. D'accord. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci pour ces analyses. On se retrouve dans quelques semaines. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine et c'est le dernier rendez-vous avant le décembre. Big up à tous les jeunes du Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche. Nous parlerons de l'événement, mais aussi des réalisations du conseil communal. Chaque parti politique dévoile sa position et fait des propositions. Fonctionnaire ou non, vous êtes pris en charge dès que le médecin vous déclare insuffisance rénale chronique. Alors de quoi les populations ont-elles eu droit? Donc jeudi dernier... que le président de la République aussi était dans le marché de Porto-Novo, mais pourtant il n'aimait pas la foule. Même s'il y a des querelles, des choses qu'on cache aux deux peuples, il va falloir transcender tout ça. Le président Loko dit que sa main ne tremblera pas à agir. Zéro signé Queen Fumi, c'est elle qui répond aujourd'hui à notre invitation. Ouais, j'ai dans ton dossier maintenant. Il est dans Rovec, oui, ouais, dans ton. Yosi village, Boa Kouton, Santanga. Big up à tous les jeunes du Bénin. Vert, jaune, rouge, beau drapeau. Notre Bénin vaut plus que de l'or. Ensemble, préservons et jouissons de son confort.
malgré les différences, parce que sa jeunesse brille avec sagesse. Elle rejette toute vision de division. Car avant les élections, frères, nous étions. Pendant les élections, béninois nous sommes. Et après les élections, béninois et frères nous serons. Tous les shogas du Sud Bénin, c'est pour vous. Citoyens Georgia, Somi Maïntagba. Élection c'est la paix. Sourou s'il te plaît. Citoyens Georgia, Somi Maïntagba. Élection c'est la paix. Sourou s'il te plaît. Nos vies citoyens jeunes John Georgia, Somi élection Maïntagba, non à la fia. Oui à l'amour et à la paix, non à la haine, vilaine haine. Nos vies aussi, nos vies wanyimi, nos vies makano fodi. Somi masi ou clami, mais nous. Le slam dans le grand format de ce dimanche avec notre artiste de la semaine qui vient de s'installer, Aouya Kayou. Bonjour, bonne arrivée, comment vous vous portez? Bonjour, je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les admirateurs, à tous les fans. D'accord. Aouya Kayou. Oui. Kayou. Oui. Ça veut dire quoi? Aouya d'abord, c'est le nom de mon père, c'est mon patronyme, oui. Mon nom de famille, et Kayou qui veut dire le rocher des âges, la pierre angulaire, l'ancien des jours, la pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la principale de l'angle, le Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Voilà. D'accord. Alors le slam, comment est-ce que vous le définissez vous? Le slam, c'est la vie. Le slam, c'est l'existence. Pour ne pas dire que le slam, c'est de la poésie déclamée sur fond musical ou non. Pour moi, la poésie, le slam, c'est beaucoup plus que ça. La poésie, c'est la vie. Tous les jours, ça slame. Tous les hommes slament. Tous les hommes parlent. Tous les hommes font la poésie et cela donne la vie. Pour moi, je m'intéresse au côté vie. La poésie, c'est la vie. Le slam, c'est la vie parce que je m'intéresse à la vie. La vie, c'est ce qu'il y a de plus cher. Et donc, le slam, c'est la vie. Ce qui te donne le sourire quand tu es malheureux, ça te donne la vie. D'accord. D'accord. Et donc, pour moi, puisque mon slam est humoristique, et donc, ce qui vient te donner un petit conseil, t'édifiant quelque chose à travers, sur la construction des vers, alors te donne la vie. Et donc pour moi, le slam, c'est la vie. D'accord. Et c'est depuis 2017 donc, que vous avez fait votre entrée officiellement donc, sur scène. Quelles étaient les motivations? Les motivations sont que, bon, personnellement, moi, j'ai reçu cela de façon très forte une nuit et je me suis engagé. C'est vrai, j'écrivais des textes depuis... la 6e déjà, j'écrivais des textes de poésie, j'étais comédien dans le groupe de théâtre du collège et tout, jusqu'à l'université, on continuait. Mais quand il a fallu que je reçoive cela de manière forte, j'ai constaté des choses dans la société, j'ai dit, mais il faut l'exprimer, il faut dénoncer ces choses-là, il faut les dire. Mais voilà que je ne sais pas chanter. Alors, par quelle voie faut-il y aller? J'ai dit, j'ai vite cédé à la parole. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé petitement par écrire. Et puis, depuis le primaire, vous participez déjà aux activités culturelles, puis le secondaire, même à l'université. Jusqu'à l'université, oui. Quelle a été l'expérience acquise? Oh, beaucoup de choses. On ne savait pas que l'Éternel nous préparait à quelque chose. Et depuis même la maison. Je suis né dans une famille d'ailleurs où tout n'est que humour, tout n'est que théâtre, tout est que c'est comme ça. C'est un héritage que vous assumez. C'est ce que je peux dire parce que c'est comme ça. Mon père, pareil, ma mère qui vit encore, je lui rends hommage, c'est pareil. Et donc on a commencé comme ça, tout doucement, et on prenait
Avec joie, c'est sans complexe, c'est sans aucune difficulté. On se laissait libre aller. Cela nous amusait. Et les gens aimaient ce que nous faisions depuis tout petit. Et ça a continué jusqu'à ce qu'on soit là aujourd'hui. Et quelle est justement la particularité donc, de ce genre musical, le slam? Le slam, c'est, je peux dire, c'est beaucoup plus les rimes. Oui. Les rimes. Sinon, dans les chansons, nous avons les paroles aussi. Nous avons les paroles, nous avons un message. Nous avons un message qui n'est pas forcément un truc, une construction axée sur les rimes, mais c'est vrai, le slam avec des textes forts n'est pas forcément avec des rimes, mais les rimes permettent de reconnaître beaucoup plus l'aspect poétique de l'œuvre, donc du slam. Donc c'est cela que je peux dire. Sinon, toutes les œuvres, si je parle de la musique en général, sont d'une manière générale pour édifier, instruire et distraire. Et c'est pareil également pour le slam. Donc c'est ce que je peux dire. Et vous avez été formé en autodidacte. Oui. Quel est le potentiel qu'il faut pour réussir justement le slam? Bon, moi, j'aime pas trop fermer la porte aux gens, c'est-à-dire pour les empêcher de... Moi, je dis que tout le monde est poète. Bon ou moins bon littéraire, tout le monde est poète. C'est vrai, moi, j'ai eu un parcours, j'ai fait des études purement littéraires. J'ai passé un bac à 1, j'ai fait la linguistique à l'université jusqu'en 4e année. Et donc, c'est peut-être une base, d'accord, mais... Il y a des scientifiques qui sont meilleurs en français, en langue. Ils sont d'ailleurs meilleurs. Alors donc, le slam, je peux juste dire que ce qui est fondamental, c'est de recevoir un appel pour. Et on s'y met, on s'en sort. C'est la volonté assise sur l'appel, c'est-à-dire l'appel à le faire. Quand on choisit de le faire de façon professionnelle, on y arrive. Vous qui êtes là, vous êtes un grand journaliste. La poésie, c'est pas ce qui va vous être compliqué non plus. Justement. Et puis, aucune thématique, on va dire, n'échappe à votre puissance expressive. De quoi parlez-vous, généralement? Moi, je parle Dieu. Oui. Je slam gospel. Ah oui. Ouais, le Créateur, qui m'a fait cette grâce, qui m'a permis encore d'être en vie, malgré tout. Alors, je slame Dieu, je slame la paix, comme le morceau Beau Drapeau. Je slame l'amour, comme dans Kodo Wijenjuro et mon iPhone. Je slame la vie, en philosophie, un morceau que vous n'avez pas encore découvert, qui est sur l'album. Je slame aussi la société. Et je profite pour faire rire. Donc, c'est ça que je dis. Moi, je slame toute thématique sauf la dépravation. Tout ce qui va dépraver, je ne suis pas là dans ce quartier-là, mais je slame tout. D'accord. Alors, plusieurs œuvres à votre actif. On va marquer une pause pour suivre une séquence du titre Affaire de verre. D'accord. Affaire de verre. Affaire de verre n'est pas petite affaire. Verre, verre, mais quelle écriture! Un air ou deux airs. Affaire de verre n'est pas petite affaire. As-tu fait l'exercice de français? Non, j'ai pas eu le temps. Et toi? À moitié. Le feuilleton d'hier était trop waouh. Tu regardais le match d'hier? Oui, depuis ça. Waouh, raconte! T'es bas le déri. Le prof arrive. Bonjour classe. Bonjour monsieur. Assis. Prenez une feuille. Monsieur. Examen littéraire. Dictée. 2 points. Affaire de verre. À la ligne. Candidat. Vous y êtes? Nous y sommes. Vers la pierre, virgule. Albert alla vers Pierre. Vers la pierre, virgule. Albert alla vers Pierre. Point. Prête-moi une Bible. J'ai un rouge, mec. Merde. Ils mirent leur verre, virgule, et vérifièrent si le verre dont parlait la couturière était toujours dans le verre. Point. Tiens, j'ai mort. Ils le retrouvèrent et s'en allèrent en paire le rendre à leur père qui lui-même revaudait la semelle de sa vieille paire. Point final. Sorbonne. Mikulo.
Affaire de verre n'est jamais petite à faire. Surtout quand on a affaire à une langue étrangère exemplaire, pleine. Voilà donc pour le titre Affaire de verre, sorti en 2022. Ouais. C'est bien ça. Ouais, alors, Affaire de verre, parlez-nous de verre. Affaire de verre, l'histoire qui se cache derrière ce test, c'était que j'avais un spectacle. Et les jours se grenaient, je n'avais pas l'inspiration. Et à 4 jours du spectacle, je m'étais retrouvé quelque part où j'ai l'habitude de rester pour écrire mes textes parce que j'estime que c'est un endroit fertile en inspiration pour moi. Et ça n'arrivait pas. Je venais de passer 2 heures de temps. Et elle dit, oh, ben dis donc, toi-même regarde comment c'est difficile ce métier. Où tu as de la peine à écrire. Et l'esprit me dit en même temps, commence par écrire ça. C'est difficile d'écrire des vers. C'est difficile d'écrire. Donc j'ai commencé par griffonner. C'est un peu facile d'écrire en français. C'est comme ça que j'ai commencé par mettre des petites phrases, comment les difficultés que je rencontre sur le champ. Tout ce que je vivais, j'ai commencé par écrire. Et de fil à j'ai trouvé les rimes R là, facilement. Au lieu de parler en français, j'ai dit poésie, vers. Vers. Ah, ok, vers. Là, j'ai commencé par écrire vers, R. Et c'est comme ça le test est venu. Ça a pris le temps de bonifier, hein, ça a pris le temps de mûrir complètement avant donc on a mis tout ce qu'il faut après. Et c'est le test là j'ai présenté à ce spectacle-là. Ok, d'accord. Et le public a tellement aimé. J'ai dit, ah ben dis donc là, il y a de la matière. Donc après, j'ai encore mis des choses et puis voilà, c'est ça. Donc c'est l'histoire. Oui. Il y a encore autre titre, c'est Beau Drapeau. Oui, Beau Drapeau. Beau Drapeau, oui. Parlez-nous un peu donc de Beau Drapeau. Oui, Beau Drapeau, c'est pour dire que le Bénin est un très beau pays. Oui. Ouais, le Bénin est un très beau pays. Moi, j'aime tellement ce pays. Et j'appelle juste tous les Béninois, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, à l'unité, à la paix, à l'amour. Il n'y a rien qui puisse nous séparer, nous diviser. Les histoires, ça peut arriver, mais en faisant taire tout cela et allons de l'avant. Cultivons la paix entre nous, l'amour entre nous, l'entraide entre nous. Cherchons à faire avancer le pays, cherchons à faire avancer les uns l'un l'autre. Et voilà, que le pays continue d'être un mystère pour le monde entier. Et puis en 2023, nous avons connu Mavo Mavo. Oui, Mavo Mavo. Donc c'est un autre titre que vous avez signé. Le morceau parle de quoi? Mavo Mavo qui veut dire éternel. Donc c'est une louange à Dieu. C'est une louange à Dieu qui magnifie le Seigneur dans toute sa grandeur, dans toute sa souveraineté, dans toute sa magnificence. Et pour dire il vit à toujours, il règne à jamais. Et que nous ne pouvons rien sans lui, à travers Jésus-Christ de Nazareth, le seul ressuscité d'entre les morts et qui vit à toujours. Et nous avons également Alissa. Qui est-elle? Oui, Alissa, comme ça s'entend, c'est une blague. Alissa, c'est un cocktail, c'est un jus de fruits de blague. Des petites strophes qui font rire, mais qui en même temps édifient. Donc, Alissa, on va s'asseoir, faire un peu de palabrer un peu, et puis voilà, jazzer un peu quoi. D'accord. Alors si la régie est avec nous, on va suivre une petite séquence donc du morceau Mon iPhone. Mon iPhone, voilà. Mon iPhone. On va suivre une séquence et puis on revient sur ce plateau pour finir. D'accord. Je ne sais pas ne pas t'aimer. Toi, mon iPhone, je ne sais pas ne pas t'aimer. Toi que j'aime, je ne sais pas si tu m'aimes. Si je t'aime, c'est parce que je ne sais pas que je t'aime. Et si jusque-là, tu ne sais pas que je t'aime, c'est parce que tu ne sais pas savoir que je t'aime et que tu ne sais pas non plus que je sais que tu ne sais pas que tu m'aimes. Quand l'amour s'injecte dans un cœur, de ce cœur s'éjecte toute rancœur. Tout devient fleur, bonne odeur, belle couleur et très bonne saveur. Si mon cœur insiste, ma pensée persiste et que ma langue ne résiste, c'est qu'assurément l'amour, mon amour, l'amour de mon amour existe. Cet amour, sa beauté dans mon rêve, les yeux crèvent.
Tant je l'ai désiré, mais comment la rencontrer? Tant je l'ai cherché, mais où la trouver? Où es-tu ma douce bombe? Que fais-tu ma belle colombe? Oh femme, pour qui moi je brûle de flamme. Homme, tes paroles semblent bonnes, bien elles sonnent, je frissonne. Elle me maille. Mon iPhone. Oui. Aouya Kayo. Oui. De quoi parle le texte? Oui, mon iPhone, pour dire mon amour, mon unique. Oui. C'est un morceau qui est venu après la sortie de Kodo Widjenjulo, qui est une vraie dédicace d'amour, qui est aimé de plus d'un des fans, des admirateurs. Et après ça, il y a des gens qui sont même pas béninois, qui sont venus au Bénin, mais qui ont aimé. C'est mon épouse qui me l'a dit. Elle était allée chez sa coiffeuse et la dame jouait le morceau Kodo. Okay. Elle n'est même pas béninoise. Elle ne comprend pas fond. Mais elle a dit qu'elle adore les paroles, la mélodie, le balafon au fond et tout. Et madame a finalement parlé avec elle. Elle a dit qu'elle souhaite un truc comme ça en français. Et c'est de la même manière que beaucoup d'autres, même au Bénin, ont réclamé un truc pareil en français. Donc c'est là je me suis mis sur ce projet-là et pour produire à la va-vite, on est allé un peu à la va-vite sur ce projet-là. Et c'est là que mon iPhone est né. Ok. Donc c'est une version, la version française de Kodo Widjenjulo à la limite. Ah oui. Voilà. Ah oui. Le 1er novembre dernier, vous avez lancé votre tout premier album de 15 titres. Donc parlez-nous des titres contenus dans cet album. Oui. L'album Novinozo, qui veut dire frère de sang, tous les hommes sont les mêmes. Ici, dans les devs, il n'y a pas un blanc, il n'y a pas un noir, il n'y a pas un Kotokoli, il n'y a pas un Mina, il n'y a pas un fond, il n'y a pas... Tout le monde est homme et on doit s'entraider et aller de l'avant. Donc c'est la vision. Et donc Novinozo est un album de 15 titres. Le titre que j'estime phare pour moi est Novinozo. C'est pourquoi l'album porte ce titre d'ailleurs. Vous voyez. Et donc il y a Novinozo. Il y a les 6 singles qui existaient déjà. Kodo, Beau Drapeau, Mon iPhone, Mavo, Alissa, Affaire de verre. En plus de ça, il y a Philosophie. Il y a Widjensien. Il y a Cadeau. Il y a Jeune Premier. Il y a quoi d'autre j'en oublie. D'accord. et comment est-ce qu'on peut, on peut avoir ces titres? Ils sont disponibles déjà sur les plateformes de téléchargement? Non, honnêtement, non, pas encore. Pas encore. Je viens de discuter avec le manager. On a fait cette réunion avant que je ne sois ici. Parce qu'on a fait le lancement dans des conditions un peu particulières. Je n'avais pas vraiment le temps. On était sur beaucoup de choses. Donc, d'ici une semaine, maxi, cette fin de semaine, on aura l'album. Donc, on réfléchissait beaucoup plus aussi à comment ne pas mettre seulement en ligne. Il faut que ça nous rapporte aussi quelque chose. Tout à fait. Parce que, voilà, 15 titres. L'artiste doit vivre de son art. Voilà, donc c'est à ça, c'est pourquoi on n'a pas encore jeté les choses. On a commencé des négociations, c'est toujours en cours. Donc, en tout cas, la promo se poursuit. Hein, oui, nous avons les clés USB qui sont disponibles. Et au besoin, nous les mettons. Les projets, c'est vrai que l'album vient de naître. Il y a sans doute donc des projets derrière tout ça. Qu'est-ce que vous prévoyez? Naturellement, la promo de l'album. Donc, on va continuer avec les sorties médias comme les spectacles. Donc, on va multiplier un certain nombre de spectacles. Dans le même temps, des collabos. Nous avons prévu faire des collaborations avec d'autres artistes. Et sans oublier que nous... Non, je préfère taire cet aspect-là. Ça va être une surprise. D'accord. Je préfère. Bon, est-ce qu'on peut finir avec la reprise d'un titre? Ouais, pourquoi pas, avec plaisir. Philosophie? Philosophie. Ah ouais. Parce qu'on n'a pas eu encore la chance de découvrir. Vous avez choisi Philosophie. C'est le morceau le plus aimé de mon épouse. Ah oui. La vie, ma vie, la vie m'a tout dit. Elle m'a tout appris et moi j'ai tout compris. Alors que ces vers me sont venus vers minuit pendant que j'avais plein d'ennuis.
J'ai compris la philosophie d'une vie ou la vie d'une philosophie. Ben nous plombons mando gamin achime keze zame weke ben nous plombons nous mais. De la vie, moi j'ai retenu un tas de leçons, mais pas forcément à la maison. Et si c'est pareil pour un béninois, ça veut dire que nos pensées se côtoient. Et si nos pensées se côtoient, alors slamons sans langue de bois que l'on peut être né à Abomey, Djegbe et devenir directeur de cabinet. On peut étudier au clair de lune et avoir une très bonne plume. On peut être poète et figurer comme bête. Zé oui oui chuchu no da gi benon bibi bonon le divi mondo po eno plan we do gleta kokwe chobonon le ton kowe. On peut être brouillon et avoir des millions, bâtard et avoir des milliards et être avare, pire avoir des gars de corps et connaître la mort. Aouya Kayou en direct sur le plateau du grand format, c'était notre artiste de la semaine. Merci d'être passé par ici. On va dire bonne suite donc à vous. Merci. Et puis on va dire plein de succès à l'album qui vient de sortir. Merci. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure grand format de ce dimanche 10 novembre 2024. Merci à vous qui nous suivez depuis Koso Kwengu, c'est à Bokumbe. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.